Bienvenue pour cette conférence où nous parlerons consommation, mais pas n'importe comment et pas n'importe laquelle, puisque l'ambition est d'aborder le sujet du consommer autrement. Alors merci pour votre présence ici physiquement. Merci aussi à toutes celles et ceux qui nous suivent en live. Je me présente, je suis Caroline Blaise, journaliste et consultante à impact et également fondatrice de Mediashift sur Instagram, un média d'éducation et de vulgarisation qui traite notamment des sujets de consommation qu'on abordera en partie aujourd'hui. C'est un fait, nos choix de consommation participent à l'organisation de la vie économique, sociale et environnementale. Et aujourd'hui, plus que jamais, la question est devenue centrale. Alors, avant la crise sanitaire et sociale que nous sommes en train de vivre, nous sommes fin 2019 et pour la première fois en France, la question du climat s'est hissée en première place de la préoccupation des Français, juste devant le pouvoir d'achat. Un sondage Ipsos révèle que 64% des sondés affirment avoir changé leur façon de vivre et de consommer, notamment via le tri des déchets, l'achat des fruits et légumes de saison, ou encore en diminuant l'utilisation du chauffage ou de la climatisation. Et puis plus récemment, depuis plusieurs mois, de nombreux débats parlent de ce fameux monde d'après. Et ce fameux monde d'après, il met la lumière sur les problèmes liés à nos modes de consommation dans cette crise sanitaire. Alors ce que je vous propose, c'est que durant l'heure et demie qui va suivre, nous prendrons le temps justement de faire le point et notamment de faire un arrêt sur image sur cette année si singulière qui est une vraie période charnière justement, notamment dans l'évolution du comportement des consommateurs. Nous identifierons quelques pistes concrètes à mettre en place dès aujourd'hui pour demain. Et puis enfin, on parlera de nous individuellement et nous collectivement, comment est-ce qu'on peut contribuer à une consommation plus responsable et plus vertueuse. Alors pour répondre à ces sujets, j'ai le privilège d'avoir à mes côtés aujourd'hui Michel Duria. Vous êtes Michel, qui est juste ici. Vous êtes directeur régional Île-de-France à l'ADEME, l'agence de la transition écologique qui œuvre dans la lutte contre le réchauffement climatique et la dégradation des ressources auprès des citoyens, des acteurs économiques et des territoires. Comment l'ADEME conseille, facilite et aide au financement de nombreux projets, de la recherche jusqu'au partage des solutions, et ce dans tous les domaines et puis à tous les niveaux. Vous mettez vos capacités d'expertise et de prospective au service des politiques publiques. Amandine Rogman, Amandine, vous faites partie des 150, vous êtes membre de la Convention citoyenne pour le climat, vous avez, et vous êtes toujours, l'une des porte-paroles de cette institution démocratique inédite, on peut le dire. Je rappelle qu'il s'agit d'une convention française qui a été constituée en octobre 2019 par le Conseil économique, social et environnemental sur demande du président et de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Vous avez œuvré durant 9 mois et livré 149 propositions, dont 146 ont été validées et retenues par le président, affaire à suivre de très près. Imad, vous êtes directeur de la clientèle des particuliers au Crédit Coopératif, banque coopérative, comme son nom l'indique, et vous vous positionnez comme une banque éthique, une banque de référence de l'économie sociale, institutionnelle et solidaire pour les particuliers et pour les entreprises. Nous évoquerons votre banque, ce qu'est une banque éthique, et puis une partie de votre offre juste après. Et enfin, Audrey de Garidel, vous êtes membre du conseil d'administration du comité 21 sur le collège citoyen et également cofondatrice de So Impact, qui soutient les acteurs de l'innovation sociale et environnementale. Alors le comité 21, c'est une association française pour le développement durable qui contribue à transformer la société vers un modèle durable en s'appuyant sur l'agenda 2030 et également sur les 17 objectifs mondiaux du développement durable, dont le 12e objectif est intitulé « La consommation responsable ». Ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, nous aurons un échange avec nos 4 intervenants et on se laissera le temps, à la fin de cette table ronde, on se laissera 20-30 minutes pour que vous puissiez poser vos questions, que vous soyez ici en salle ou derrière votre écran. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Elles seront relayées à nos intervenants et intervenantes sur scène. Peut-être pour commencer, posons un peu le cadre et rappelons quelques éléments de contexte avec vous, Amandine. Dans le cadre de la Convention citoyenne, avec justement les 149 autres membres, comment est-ce que vous avez appréhendé et traité ce sujet, ce vaste sujet de la consommation ?
Alors bonjour à tous, je suis très contente d'être là. Ce que je voudrais peut-être rappeler au préalable pour que vous compreniez pourquoi moi j'ai travaillé sur consommer en particulier et d'autres citoyens sur d'autres thématiques, c'est que nous étions répartis en 5 groupes thématiques pour permettre d'affiner notre travail au long des sessions. Et la répartition dans ces groupes se faisait également par tirage au sort, qui est une méthodologie qui a régi vraiment toute la convention. Donc moi, je me suis retrouvée dans le groupe consommer, mais il existait également un groupe se déplacer, qui a donc attrait à toutes les questions de la mobilité verte, un groupe produire et travailler, donc comment aussi repenser tout notre appareil de production et notre manière de travailler aujourd'hui en accord avec la transition écologique, un groupe se nourrir. Donc là, on avait beaucoup de proximité avec nos concitoyens qui travaillaient sur se nourrir, parce que consommer et se nourrir tout de suite, on voit les liens. Et enfin, un groupe se loger. Donc toute la question de l'habitat et notamment un très gros dossier dont vous avez certainement entendu parler en ce moment, puisqu'il est une des mesures phares du plan de relance, c'est la rénovation énergétique des bâtiments. Donc moi, je me retrouve dans le groupe consommer avec une trentaine de citoyens. Et tout de suite, en fait, pourquoi ce sujet était intéressant et nous a parlé? Parce qu'il a fait appel à notre vécu de consommateur. Dans la Convention, on a traité beaucoup de problématiques à toutes les échelles. De l'échelle européenne, par exemple, de la réforme de la PAC, qui est la politique agricole commune de l'Europe, à des sujets beaucoup plus proches de nous et de notre quotidien. Et je pense que la consommation, de ce point de vue, elle est importante parce qu'elle a tout de suite fait écho à notre vécu de citoyen. Évidemment, on a vu des experts, on a vu des gens qui nous ont donné des chiffres, qui nous ont dit, voilà, aujourd'hui, le recyclage des vêtements, ça ne représente que ça comme pourcentage parce que c'est très compliqué, ou qui nous ont dit, la taxe d'ordures ménagères, ça représente ça. Enfin, certes, on a eu des chiffres, et en partie grâce à l'ADEME, qui a été un des gros partenaires sur ce volet-là, et je les en remercie. Mais on a aussi apporté notre propre expérience. Tout de suite, quand on s'est mis autour de la table, on était plusieurs à dire, ah, mais c'est vrai que, oui, moi j'ai entendu parler de cette application qui s'appelle Yuka. Ah ouais, ça me dit quelque chose, ouais, c'est vrai. Pourquoi on ne ferait pas ça pour le carbone? Pourquoi est-ce que... Donc pour vous dire, le mode de création et le processus de travail, il a vraiment été un mix entre de la donnée scientifique. À un moment, des gens qui nous disaient, certes, là en effet, ça vous parle beaucoup, mais peut-être en termes d'impact, de réduction des gaz à effet de serre, puisque je rappelle, c'est notre objectif, réduire d'au moins 40% les gaz à effet de serre d'ici 2030. C'est peut-être pas la chose la plus efficace. Donc voilà, on avait toujours cette problématique, et par contre, à l'esprit, l'enjeu de justice sociale. Quand vous parlez consommation et que vous discutez entre 30 citoyens qui ont vécu des situations familiales, socio-professionnelles très différentes, je peux vous dire que le rapport à la consommation, il n'est pas le même pour tous. C'est-à-dire que moi, je suis jeune, parisienne, etc. J'ai pas d'enfants à ma charge. J'avais pas du tout les mêmes habitudes de consommation qu'une autre citoyenne qui vivait à la campagne avec 4 enfants et dont la répartition, la gestion du porte-monnaie n'était pas du tout la même. Et donc, il y avait aussi tout de suite des questions dont on pourra reparler et qui, je pense, vont jalonner le débat sur l'accessibilité d'une consommation responsable. Est-ce que le bio, ça coûte plus cher? C'était une des premières questions, un des premiers points vraiment où on s'est tous dit oui, non, il y en avait certains qui me disaient moi je peux pas acheter bio, j'ai pas les moyens. Donc voilà, comment est-ce que aussi on déconstruit ça, on met des faits en face de ça, et à un moment, quelle ambition on se donne? Parce que le dernier point que je me permets de rappeler sur cette question introductive, c'est que la consommation, elle est importante parce que on a, nous, ce levier direct sur la manière dont on consomme. Contrairement, comme je vous disais, je vous citais l'exemple de la PAC. Alors là, on est sur l'Europe. Quelque chose dont on a l'impression que parfois ça nous échappe, mais complètement. Consommer à un moment de dire, vous, qu'est-ce que vous voulez acheter? Et qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait derrière les produits que vous achetez? C'est quelque chose, je pense, potentiellement sur lequel on a parfois plus la main. Et c'est pour ça que c'est important, déjà d'avoir l'information. Nous, ça a été le premier combat du groupe Consommer, c'est comment l'information est plus synthétisé, mais aussi plus développé et plus accessible pour tous, parce qu'il existe beaucoup de sources d'informations. L'ADEME en produit régulièrement, mais en fait, beaucoup de gens ne savent pas
le constat premier de la Convention et des 150, c'était de dire, nous, en fait, le changement climatique, il y en a beaucoup qui disent on n'était pas au courant, on ne savait pas que ça impliquait ça. Et donc la consommation, c'est la même chose. Et ensuite, il faut savoir, mais il faut aussi que, je le disais, la justice sociale et les mécanismes d'aide soient existants pour permettre à tous d'amorcer cette transition dans sa consommation. Donc dans Se Nourrir, le groupe Se Nourrir, il y a une proposition qui est d'avoir des chèques alimentaires pour permettre à tous les ménages, même les plus précaires, d'avoir accès à une nourriture bio et en circuit court. Voilà. Donc pour vous dire, c'est toujours un ensemble qui a été pensé. Et c'est un travail qui est passionnant et je pense qu'il nous touche tous et fait beaucoup écho à nos vécus personnels. Voilà. Merci beaucoup Amandine. Vous évoquiez entre autres le sujet de l'alimentation. On y reviendra justement après plus en détail. Audrey, dans les 17 objectifs mondiaux du développement durable, il y a donc ce fameux objectif 12, la consommation responsable. Comment est-ce que vous avancez sur ce sujet-là ? Merci Amandine. Effectivement, pour d'ailleurs reposer un tout petit peu le cadre, pour ceux qui ne connaîtraient pas le comité 21, le comité 21 a été créé il y a plus de 25 ans. C'était à l'issue du sommet de Rio, donc en 92, sommet de la Terre. Et en fait, c'est trois personnes qui ont constitué cette association, dont Bettina Laville et Simone Veil, et qui se sont dit qu'en fait, face aux enjeux qui nous attendaient dans le 21e siècle, le développement durable était finalement une des solutions. Et le comité 21 repose sur trois choses qui viendront à répondre à la question plus précisément de l'ODD 12, sur 5 piliers. Et en fait, qui fait partie de cette association sont les 5 piliers de 5, on va dire, typologies d'organisation qui sont indispensables, c'est-à-dire les entreprises, les collectivités, l'enseignement, les associations, le monde associatif et les citoyens. Et en fait, face aux enjeux qui sont ceux auxquels on fait face aujourd'hui, ça n'est qu'en travaillant tous ensemble qu'on y arrivera. Donc ensuite, cette association a 2 actions. On va dire que c'est un think tank et un do tank. Donc c'est à la fois de la réflexion et de l'action. Donc l'ODD 12 plus particulièrement est un des ODD sur lesquels on travaille. Mais en fait, quand on parle des ODD, je pense qu'Amandine a dû le voir au moment de la Convention citoyenne, qui connaît les ODD ? Je ne sais pas si parmi vous connaissez déjà ce que veut dire un objectif de développement durable. Maintenant, vous avez probablement dû quand même en entendre parler, mais finalement, en fait, assez peu de gens les maîtrisent, et finalement assez peu en France, alors qu'il y a beaucoup de façons de matérialiser les impacts environnementaux et sociaux, mais finalement, on ne sait pas très très bien ce que c'est, de plus en plus, et donc on a des actions à la fois donc, sur la réflexion. Il y a eu un comité de prospective qui a rédigé un rapport sur la grande transformation, sur lequel, en édictant 12 recommandations pour lutter contre le réchauffement climatique et les sujets à la fois environnementaux et sociaux. Et ensuite, il y a des actions un peu plus concrètes. Et donc, il y a par exemple un tour de France des ODD qui est réalisé dans les territoires, en Occitanie, dans la région Grand Ouest, où le comité 21 a un établissement aussi spécifique, il y a l'établissement national. Parce que du coup, on est à la fois convaincu que c'est une action nationale, mais surtout locale et territoriale, que les territoires s'engagent effectivement dessus. Et donc, on a vraiment ces 2 façons d'agir. Le comité 21 a plus particulièrement, sur le sujet de la consommation, une façon de l'aborder de manière assez transverse, donc beaucoup via l'adaptation aux enjeux climatiques, beaucoup via la sensibilisation et l'appropriation des ODD. Il y a des actions qui sont menées avec les collectivités locales et territoriales pour qu'eux-mêmes s'approprient en fait les ODD, parce que chacun de nous, dans nos entreprises, dans nos organisations, dans nos collectivités, en fait, il faut vraiment comprendre ce que c'est. Et donc il y a un ODD, puis ensuite il y a des indicateurs, et voilà, il faut se familiariser un peu sur ces sujets-là. Donc c'est déjà une première étape dans cette appropriation. Et pas des moindres. Merci beaucoup. Michel, pour poser le cadre, est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les 3 grands postes d'émissions de consommation sur lesquels il est nécessaire de se concentrer afin de répondre à l'objectif climatique ? Beaucoup d'entre vous sûrement les connaissent, mais ça permettrait aussi de resituer un peu le débat sur ces piliers-là. Donc, bonjour à tous. Donc, du coup, je vais refaire ce que disait Amandine. C'est donc quelques ordres de grandeur et quelques chiffres clés qui sont importants à avoir en tête. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que chacun de nous émet 9 tonnes de CO2 par an. Si on rajoute la partie de la consommation qui est produite ailleurs, donc vous savez que depuis une vingtaine d'années, notamment avec l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, il y a une bonne partie de la production qui s'est déplacée vers ce pays. Et donc si on rajoute ce qui est produit en Chine, mais
notamment, mais qui est consommé ici, on est à peu près à 11 tonnes de CO2 par an. Pour faire aller vers la neutralité carbone, c'est-à-dire limiter le changement climatique à 2 degrés par an, 2 degrés, pardon, il faut diviser par 6 nos émissions de gaz à effet de serre au cours des 30 prochaines années. Donc diviser par 6 nos émissions de gaz à effet de serre au cours des 30 prochaines années, ça veut dire passer de 11 à 2 tonnes de CO2 par an. Bon. Au cours des 20 dernières années, on a baissé nos émissions de gaz à effet de serre d'à peu près 16%. Au regard de toutes les politiques qui sont déjà en place. Donc ça vous donne déjà une ampleur de ce qu'à la fois l'État, les entreprises, chacun de nous, le tissu associatif, les collectivités territoriales, etc., doit se mettre en situation de faire. Donc si on revient à nous, consommateurs, du coup, on a 3 grands postes qui sont importants. On a se déplacer, à peu près un tiers de l'affaire, se loger, l'autre tiers, et le dernier tiers, s'alimenter. Bon. Quand on a fait, grosso modo, ce qu'il faut avoir en tête, c'est ça. Si on veut, à notre échelle, avoir un véritable impact sur nos émissions de gaz à effet de serre, il faut qu'on regarde la manière dont on se déplace, il faut qu'on regarde la manière dont on habite, et il faut qu'on regarde la manière dont on s'alimente. Ça, c'est les 3 sujets sur lesquels, si on fait une impasse sur un de ces 3 sujets, à un moment donné, on va avoir un problème pour tendre vers ces fameux 2 degrés. Je précise juste que sur le déplacement, on est vraiment sur une logique du déplacement du quotidien. Tout à fait. Ça, c'est très important parce qu'on parle souvent des voyages en avion, machin, etc. Bon, un déplacement Paris-New York, en avion, c'est 1 tonne de CO2, un aller-retour, 1 tonne de CO2. Bon, effectivement, si vous en faites 2 par an, vous avez déjà vos 2 degrés. Mais en fait, le nombre de personnes qui font des allers-retours Paris-New York, avant, c'était très ciblé déjà sur une certaine catégorie de la population. Et puis, là, vu déjà avec ce qu'on vit maintenant, on se rend compte que cette catégorie de la population va probablement encore diminuer. Donc, en fait, le poids de ce type de déplacement, dans l'ensemble des déplacements de notre quotidien, pour la majorité des personnes, il reste limité. Donc, ce qui est vraiment très important, c'est nos déplacements quotidiens, nos déplacements de loisirs, notamment quand on s'en va en vacances 1 ou 2 fois par an, ou 3 fois si on a de la chance. Mais c'est ça qui est vraiment essentiel. Et cette année, sur la période, on est en octobre, sur la période mars-octobre, qu'est-ce que vous avez pu observer sur ces 3 postes? Quels sont les premiers enseignements? Alors, les premiers enseignements sont en partie rassurants. Alors, ils sont rassurants pour plusieurs choses. La première, c'est que face à un choc massif, comme on est en train de le vivre, on se rend compte que le système se reconfigure. Les systèmes individuels et les systèmes collectifs. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez important, parce qu'il y a quelques mois, avant le 17 mars, beaucoup de personnes nous disaient « c'est pas possible, en fait ». C'est pas possible. Faire basculer autant de personnes vers le vélo, par exemple, ou faire basculer autant de personnes vers du commerce de proximité, c'est pas possible parce que c'est pas ce dont les gens ont envie, etc., etc., etc. Bon. En fait, on se rend compte que face à un choc, à un moment donné, l'individu se pose, les collectifs se posent, et regardent ce qu'il y a autour d'eux, et se reconfigurent. Donc ça, c'est que ce soit une entreprise, on le voit en entreprise, on le voit chez les citoyens, et ça, c'est un enseignement fort. Et du coup, sur ces différents postes, ce qu'on voit, c'est plusieurs choses. En matière de mobilité, on voit, alors on parle beaucoup de Paris, mais moi, je ne vais pas vous parler de Paris, je vais vous parler de ce qui se passe en dehors de Paris. À Paris, c'est certes plus 70% sur l'usage du vélo, depuis le 17 mars. En dehors de Paris, en Ile-de-France, c'est à peu près plus 30%, et ailleurs en France, c'est à peu près plus 20%. Donc on est sur des chiffres qui sont significatifs. C'est extrêmement important, ça veut dire que en moyenne, une part modale du vélo, donc le nombre de déplacements que l'on faisait en vélo par rapport à l'ensemble des déplacements, tournait en France autour de 3%. Il est aujourd'hui proche de 6%, et avec cette tendance-là, d'ici 2-3 ans, il sera à 10%. Ce qu'on peut faire de mieux sur le sujet, en Europe, c'est 20%, 20-25%. Strasbourg, par exemple, est dans ce type de part modale-là. Donc ça veut dire que ce qui est en train de se passer là, avec certes un peu de frottement, les coronapistes, etc., mais globalement, ce petit frottement, il est anecdotique par rapport à l'enjeu.
il va falloir le continuer sur 15-20 ans. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler de je gère ça en 2021, 2022, puis 2023. C'est-à-dire que je dois le gérer, bien le faire, mais il faut faire un effort continu pour faire que 20-25% de nos déplacements soient autre chose que en vélo, le cas échéant. Bon. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième sujet que l'on voit en matière d'évolution, on voit un retour et un souhait de proximité. Beaucoup d'entre nous ont eu la boule au ventre quand il a fallu sortir le 20 mars pour aller faire ses courses parce que tous les sites de livraison étaient en rade, j'en passe des pires et des meilleurs. Et beaucoup d'entre nous se sont dit, en fait, le petit commerçant du coin, c'est mon lien social, c'est lui qui m'a aidé à aller chercher ce qui me manquait, etc., etc. Et on le retrouve aujourd'hui dans l'importance que beaucoup de consommateurs donnent au local et dans le soutien du commerce et des tissus locaux. Alors ça a une autre facette, c'est que des pans entiers de la grande distribution sont aujourd'hui en difficulté. Alors on pourrait dire c'est pas grave, c'est la grande distribution, c'est faux, derrière il y a des salariés. Donc, ce qui est extrêmement important, et d'où la dimension sociale, ce qui est extrêmement important dans ce moment-là, c'est que, à la fois acteurs économiques et politiques publiques dialoguent sur comment j'organise la conversion de ces secteurs d'activité pour que leur savoir-faire, parce qu'il y a quand même un savoir-faire dans cette affaire, et des métiers, puissent bénéficier à une forme d'implantation ou de réimplantation de commerces locaux qui retrouvera, je dirais, répondra à une attente citoyenne assez forte. Et ça, c'est extrêmement important. C'est un exemple, c'est un secteur d'activité qui doit, en dialoguant avec les politiques publiques, faire sa mue et accompagner ce souhait de proximité. Ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Dernier point, ça c'est sur le logement. Donc on a tous vu bondir les chiffres d'affaires, notamment des acteurs de la décoration, etc. Parce que quand on a passé 3 mois chez soi, on s'est dit tiens, comment ça pourrait être plus sympa chez moi. Et derrière, il y a, et ça, j'espère que et derrière, il y a un certain espoir que cet intérêt pour son intérieur, je dirais, se traduise dans des investissements, notamment en matière d'économie d'énergie dans les logements. Parce que là, pour le coup, on a un sujet de fond, c'est que ça fait 10 ans que c'est une priorité de politique publique. Le Grenelle de l'environnement en 2008 avait fixé 500 000 rénovations par an. On est passé de 125 000 à 250 000, mais on n'arrive pas à toucher les 500 000. Donc là, il y a des actions assez fortes qui sont MaPrimeRénov', etc., dont on pourra parler. Mais il y a un juge de paix qui sera, est-ce qu'on est capable de monter de 250 à 350, de 350 à 500 000 rénovations par an, puisque c'est ce rythme-là qu'il faut atteindre pour diviser par 6 nos émissions de gaz à effet de serre. Imad, juste avant qu'on se parle concrètement de ce qu'est une banque éthique, ces derniers mois, on a beaucoup parlé de la réduction du budget des ménages, d'épargne. Qu'est-ce que vous, à votre niveau, vous avez pu observer auprès de votre clientèle de particuliers durant cette période ? Oui, bonjour à tous. Donc, durant cette période, effectivement, nous, ce qu'on a constaté, mais comme l'ensemble des banques pour le coup, c'est qu'il y a eu beaucoup, je raisonne bien sûr au niveau global, beaucoup d'épargne qui a été déposée par les ménages sur leur compte, sur leur livret d'épargne, essentiellement. Et essentiellement sur des livrets à court terme, on va dire. Dans le contexte dans lequel nous vivons, évidemment, c'est plus difficile de se projeter à long terme. Alors, nous, ce qu'on a de particulier, c'est qu'on a des livrets d'épargne qui sont des livrets de partage, où on peut partager les intérêts avec les associations choisies, des livrets qui sont tracés, où on va s'engager à utiliser les sommes déposées pour aller financer des projets dans les secteurs d'activité choisis par le client. Donc du coup, on a vu les montants déposés sur ces livrets augmenter significativement, encore plus que sur les livrets classiques. Et donc on sent que il est en train de se passer quelque chose autour de ça, une prise de conscience qu'il faut vraisemblablement changer ses habitudes de consommation, mais y compris au niveau de la banque.
Alors, je vous propose d'évoquer maintenant quelques solutions concrètes. Amandine, on commence par vous. Alors, ça va être très frustrant cette table ronde parce qu'on pourrait vous entendre chacune et chacun pendant des heures tellement vos différents sujets sont passionnants. Mais on va essayer du coup d'aller à l'essentiel. Parmi vos 149 propositions de départ figurent 5 objectifs dans la fameuse thématique consommation. Est-ce que vous pouvez peut-être nous citer 1 ou 2 exemples concrets et nous dire rapidement le détail de ces propositions ? Alors, je vais commencer par peut-être une proposition qui est une de celles qui m'a le plus marquée, qui est la régulation de la publicité. Alors, vous en entendez peut-être parler en ce moment parce que ça commence à arriver dans le débat public. Les acteurs professionnels aussi du secteur de la publicité se mobilisent parfois essentiellement contre cette mesure pour l'instant. Son objet est le suivant, c'est-à-dire un constat qui est que vous connaissez tous ces chiffres un peu aberrant et hallucinant sur le nombre d'images qu'on perçoit par jour. Je pense que vous pouvez les rappeler, mais c'est de l'ordre de plusieurs milliers, 3000, c'est ça ? Ouais. Donc voilà. On se disait, avec les citoyens avec qui je travaillais, tout ça nous pousse quand même à une forme de surconsommation. Donc déjà, est-ce qu'on peut avoir peut-être pas, un peu moins de publicité, en tout cas moins dans l'espace public et notamment sur tout ce qui est écran, etc., qui en soi sont des sources consommatrices d'énergie. Donc là, il y avait un premier volet sur quels sont les canaux de la publicité et est-ce qu'il n'y en a pas certains qu'on doit réguler ou qu'on peut réguler. Parce qu'eux-mêmes sont émetteurs de gaz à effet de serre. Donc voilà, un premier volet dans l'espace public, comme ce qui s'est fait à Grenoble, qui est un peu l'exemple que tout le monde connaît, où en fait, là c'est à la main de la municipalité de dire, moi je décide que dans mes espaces urbains et sur ce qui dépend de mon affichage publicitaire, je ne veux plus ce type de panneau. Ensuite, il y a le fond. C'est-à-dire qu'on s'est dit, la publicité, elle a un vrai impact et un vrai pouvoir sur la manière dont on consomme aujourd'hui. Et c'est un pouvoir qui n'est pas forcément néfaste, en fait. C'est-à-dire que si demain, ça peut influencer le comportement des gens de manière vertueuse, moi, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Et c'est ça qu'on est en train d'essayer d'expliquer en ce moment, quand on se retrouve autour de la table avec des grandes agences de pub, etc. C'est de leur dire, on n'a jamais demandé à ce que la publicité soit interdite. C'est pas le sujet. C'est comment on fait autrement de la publicité et comment est-ce que, je sais pas, aujourd'hui, en fait... un des secteurs majeurs de la publicité, c'est quand même le secteur automobile. Je ne dis pas qu'il ne faut plus faire de publicité avec le secteur automobile, mais il faut prioriser la publicité sur les voitures hybrides et électriques. Ça me paraît... Déjà, le fait de réorienter ça me paraît du bon sens et nous est paru une forme de bon sens. Donc on se dit comment cette publicité peut être régulée dans ses modalités de présentation et aussi dans ses messages. Voilà. Donc ça, c'est un des exemples assez concrets que je peux vous donner. Le second, que j'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, mais ça me ferait plaisir de revenir dessus, c'est le CO2 score. En fait, toute la convention s'est cristallisée autour de la nécessité qu'on a tous d'avoir de l'information. En fait, on a beaucoup trop d'informations aujourd'hui, on n'arrive pas à faire le tri, donc il faudrait qu'on ait des canaux plus uniformisés, peut-être plus visibles. Et comment est-ce qu'on pourrait faire ? Aujourd'hui, vous avez tous, par exemple, vu déjà, quand vous achetez une machine à laver ou quoi, vous avez l'étiquetage A, B, C, D en fonction du niveau de consommation énergétique du produit. Donc voilà, il y a déjà certaines choses qui existent. Nous, on veut aller plus loin. On veut dire aujourd'hui, c'est quoi les émissions de CO2 qui ont été nécessaires à la fabrication, mais pas seulement à la fabrication, au cycle de vie du produit. C'est-à-dire que ça englobe demain comment vous allez pouvoir le recycler ou quel usage, quand vous l'utilisez, qu'est-ce que ça consomme aussi. Donc vraiment l'ensemble de sa conception à sa fin d'usage. Donc c'est quelque chose qui est difficile parce que ça demande d'uniformiser et de récolter beaucoup de données. Vous imaginez que sur tous nos produits de consommation, entre l'importation, la fabrication, les matières premières, il y a énormément à chaque fois de questions. Et donc, aujourd'hui, il y a des expérimentations qui sont déjà en œuvre. Vous avez peut-être entendu parler de la loi anti-gaspi.
une loi économie circulaire qui a été promulguée par le gouvernement avant la Convention citoyenne et qui fait déjà état de ce projet, qui dit demain on lance des expérimentations pour avoir un affichage clair sur tous les biens de consommation de en fait, ce qu'ils impliquent comme émissions et comme... enfin voilà voilà. Mais en fait, ce score en l'état n'a pas vocation à être obligatoire. Et c'est un affichage qui est voulu seulement comme volontaire pour l'instant. Et donc la Convention a souhaité aller plus loin en proposant de rendre cela obligatoire, bien entendu en prenant en compte les difficultés techniques d'une telle mise en œuvre. Voilà, donc 2 exemples très concrets. Je rentre un peu dans le détail, on pourra y revenir après s'il y a des questions. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur un sujet qu'on a commencé à évoquer, de consommation, parce qu'il concerne le plus grand nombre d'entre nous. Ce sujet, c'est l'alimentation. On parle énormément de l'essor du bio, qui est un des phénomènes les plus marquants de ces dernières années. Est-ce que consommer bio ou faire appel à des circuits courts, c'est suffisant aujourd'hui? Audrey, j'aimerais peut-être vous entendre sur le sujet, parce que je sais que le sujet de l'alimentation, c'est un de vos sujets de prédilection et que vous avez notamment identifié quelques initiatives. Donc, sur le sujet de l'alimentation, comment est-ce qu'on va plus loin? Alors c'est un gros sujet, mais effectivement, déjà effectivement, pour parler de l'alimentation bio, il faut déjà que les agriculteurs puissent passer au bio, et donc parce que voilà, il y a une demande qui augmente, mais il faut aussi les accompagner dans la transition. Est-ce que la transition, pour rappeler, la transition d'une agriculture dite classique à bio peut prendre 2 à 3 ans de mémoire. Et prend 2 à 3 ans, et pour des agriculteurs qui sont déjà eux-mêmes en grande difficulté pour aujourd'hui tenir les debout, enfin, c'est très difficile, et donc après il y a des solutions de financement. Là, IMAD prendra le relais. Il y a le crédit coopératif évidemment qui est impliqué. Il y a d'autres solutions comme Mimosa. Enfin voilà, il y a pas mal d'aides qui sont aujourd'hui mises en œuvre, mais parce que les agriculteurs eux-mêmes, pour passer au bio, c'est un vrai changement de vie. Donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est que le bio, ça peut permettre de parler un peu de consommation responsable. Amandine évoquait évidemment que d'un point de vue social, nous ne sommes pas tous égaux face à notre potentielle consommation du bio, mais consommer bio ne suffit pas pour effectivement consommer responsable. L'important, je pense, c'est de se rendre compte qu'on peut tous agir tout au long de la chaîne de notre consommation, en fait. C'est-à-dire à la fois au moment où on va aller acheter de quoi nous nourrir notre famille. Donc c'est aller effectivement chez son petit producteur, qu'il soit en ville ou à la campagne, acheter en vrac pour éviter effectivement un certain nombre de plastiques. C'est également lutter contre l'achat de mangue en période donc c'est d'acheter effectivement des fruits et légumes de saison, éviter d'acheter des framboises en plein mois de décembre. Donc parfois ça fait, effectivement c'est aussi de lutter contre nos propres habitudes, limiter sa consommation de viande. On sait, alors là c'est Michel qui nous donnera les chiffres de ce que représente à la fois en méthane, donc ce qui est émis par la vache et la consommation en litres d'eau d'une vache, mais quand on ne le sait pas, on ne s'en rend pas compte en fait. Et donc une fois qu'on a été un peu sensibilisé sur ces sujets-là, on le sait, et on est à l'impossible, nul n'est tenu, mais c'est effectivement chacun aussi d'être un peu acteur de cette transition qu'on doit vivre tous ensemble. Ensuite, il y a effectivement sur le moment où vous mangez, effectivement, la cuisine. Je pense que pendant le confinement, il y a pas mal de gens qui ont pris le temps de cuisiner. Cette semaine, c'est la semaine du goût. Et il y a pas mal effectivement de chefs aussi qui essayent de travailler sur ces sujets-là, parce que quand on consomme avec plus de goût, quand on prend le temps de cuisiner, effectivement, on peut manger moins peut-être, ou manger mieux, sans forcément toujours que le portefeuille soit le plus important. Et il y a beaucoup de plats de différents pays qui sont très très bons, et on peut essayer de se mettre à des cuisines différentes. Donc c'est aussi d'autres leviers de consommer responsable, c'est aussi cuisiner, de partager des moments de solidarité avec que ce soit sur, je l'évoquerai peut-être tout à l'heure, sur pas mal d'autres solutions, avec le lien intergénérationnel, avec des personnes qui sont effectivement peut-être un peu moins dans la vie, un peu moins inclus, on va dire, dans une vie quotidienne, ou avec un peu moins de visites. Alors aujourd'hui, à l'époque du Covid, c'est forcément plus compliqué, mais on essaie de proposer de trouver des solutions face à ça. Mais le bio, voilà, n'étant pas la seule façon de consommer, et juste pour terminer, il y a des enjeux qui nous font face, des enjeux mondiaux sur lesquels on doit aussi lutter, c'est aussi la lutte, parce qu'aujourd'hui il y a quand même une lutte contre la faim dans le monde, malgré tout, et la faim cachée, il y a encore des gens aujourd'hui qui meurent de faim, et on l'oublie, mais il y a aussi la lutte contre l'obésité, et quand on sait que voilà, les deux se rejoignent et touchent finalement quand même des centaines de millions de personnes,
C'est assez étonnant. Et le troisième enjeu, ça reste qu'il faudra nourrir 9 milliards de personnes en 2050 et que le bio ne suffira pas non plus. Vous vouliez apporter des précisions, pardon, Michel, justement, enfin, notamment, on sait qu'il y a aussi le sujet de la consommation de la viande, mais pas que. Tout à fait. Donc il y a la dimension bio, mais aussi la dimension circuit court qui est extrêmement importante. J'allais presque dire, ce qui est très intéressant dans les deux exemples, c'est qu'on sent bien que quand on dit une transition écologique, on dit aussi transition d'organisation personnelle. C'est-à-dire que il y a des gens qui font à manger chez eux, et puis il y a des gens qui ne le font pas. Il y a des gens qui ont appris à le faire, et puis il y a des gens qui n'ont pas appris à le faire. Bon, et j'allais presque dire, et c'est pas grave. Par contre, ce qu'il faut mettre en place, c'est un petit peu d'innovation sociale pour que les personnes qui aujourd'hui ne savent pas cuisiner apprennent à le faire, que les personnes qui ne sont pas organisées ou ne peuvent pas faire à manger chez elles puissent à un moment donné soit compter sur quelqu'un qui va le faire pour eux, soit apprendre à le faire. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que dans tous ces messages, en fait, un des éléments qui est assez fort, parce que grosso modo, les messages sur la consommation, il y a une bascule qui est apparue au milieu des années 2000, notamment avec le travail qui avait été fait avec la fondation Nicolas Hulot, qui date à peu près de ce moment-là, où effectivement ces questions de consommation sont arrivées sur la table, et puis on a vu des campagnes diverses et variées pour dire prenez des douches et pas des bains, faites du vélo et pas de la voiture, etc., etc. Bon. Puis en fait, le bilan de ça, c'est que ça ne se voit pas dans les courbes. Enfin, quand je dis ça ne se voit pas dans les courbes, c'est-à-dire que quand je regarde les bilans de consommation d'énergie de la France et puis d'émissions de gaz à effet de serre de la France, tout ça, j'allais presque dire, ne baisse pas au rythme auquel on matraque aujourd'hui ces messages, à la même vitesse. Et donc du coup, je pense qu'on a un petit sujet qui est un sujet de comment aujourd'hui on accompagne chacun de nous dans cette transition. On a su le faire sur d'autres compartiments de la politique publique. C'est-à-dire typiquement aujourd'hui en France, il y a un truc qui s'appelle la CAF et qui est capable d'apporter différentes aides à l'échelle industrielle, puisque c'est des millions de personnes qui chaque mois reçoivent des aides en fonction de leur situation familiale, sociale, etc., etc. L'exemple du chèque alimentaire, il est fabuleux. C'est-à-dire le chèque alimentaire, il faut, si on va vers ça, à un moment donné, il faut industrialiser ça. C'est-à-dire qu'il faut que les millions de personnes qui sont éligibles à ce type d'aide puissent le recevoir facilement, comme aujourd'hui vous recevez votre prime rentrée scolaire, par exemple, puisqu'elle a été versée troisième semaine d'août, et que ce soit quelque chose qui soit automatisé et dont on sache qu'elle soit automatisée pour les 15-20 prochaines années. Sinon, on va continuer à faire ce que l'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va embarquer les personnes qui sont intéressées par ces sujets-là, on va embarquer les personnes qui, au regard de leur organisation personnelle ou familiale ou professionnelle, peuvent faire ça, et X% de la population ne va pas être embarquée, et on va revenir à ce qui a créé la Convention citoyenne, c'est-à-dire à un moment donné, une confrontation assez musclée entre des personnes ayant envie d'avancer sur ce sujet-là, et puis des personnes, pas forcément qui n'ont pas envie d'avancer sur ce sujet-là, mais qui, au regard des choix qu'ils ont faits, individuels ou professionnels, se sentent coincés. Et on n'aime pas se sentir coincé, surtout quand on voit la hauteur de la marche. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il faut, derrière les différentes mesures, que ce soit pour consommer de manière alimentaire, dans ses loisirs, etc., il est essentiel d'abord d'essayer de faire passer des messages qui soient des messages encourageants, dans un registre. On va vous aider à un moment donné, alors qu'on soit une collectivité, un État, etc., premièrement. Et deuxièmement, essayer d'avoir, pour le coup, le digital peut beaucoup aider à ça, avoir une approche un peu marketing de ces sujets-là, où on prend les gens en fonction de là où ils ont envie de commencer. Il faudrait que, je vous donne un exemple, il faudrait que quasiment chacun de nous puisse
cocher au regard de ces centres d'intérêt, allez, par quoi je commence? Mais moi, je vais commencer par le bâtiment, moi, je vais commencer par la mobilité, moi, je vais commencer par l'alimentation. Et on a des programmes de politique publique qui prennent des personnes qui ont commencé par l'alimentation et qui accompagnent. Et c'est pareil pour le bâtiment, et c'est pareil. Et quand vous avez fait un bout de transition sur votre mobilité, que vous avez mis à peu près 1 an pour réorganiser vos loisirs, ceux de vos enfants, vos trajets domicile-travail, votre organisation professionnelle, parce que c'est ça en fait. Hein. Bon. Derrière, eh ben, vous vous mettrez au bâtiment, bon, et puis à l'alimentation. Mais avec quelque chose qui... Enfin, je pense que c'est vraiment important. Et là, il y a un enjeu d'innovation sociale, un enjeu de conception des politiques publiques qui est vraiment très important. Comment, à un moment donné, on vous prend là où vous êtes et on vous met le pied à l'étrier en vous aidant. Ça, c'est vraiment essentiel. Sinon, je crains, on fera probablement mieux que ce qu'on fait aujourd'hui, mais on ne fera pas divisé par 6. Je reviens juste sur vous, Audrey. Est-ce que vous pourriez nous partager peut-être 2-3 exemples d'initiatives que vous avez identifiées, des initiatives qui ne sont pas forcément connues de toutes et tous et qui sont à la portée de toutes et tous? Oui, alors c'est vrai que je suis plutôt aux côtés on va dire de petites entreprises de l'économie sociale et solidaire, plus ou moins grosses d'ailleurs, ou du monde associatif. Et en fait, ce qui est assez beau, c'est qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de dynamique et beaucoup de petites solutions qui existent. Alors, pour rejoindre à ce que dit Michel, c'est que ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas forcément ça qui permettra un passage à l'échelle. Enfin, même si certaines d'entre elles peuvent éventuellement essaimer ou essayer de passer à l'échelle, mais c'est aussi pour tout un chacun de se dire qu'il y a des choses qui existent, dans lesquelles on peut s'intégrer et de voir aussi, malgré tout, rester optimiste face à un monde qui est quand même avec des enjeux un peu difficiles. Donc, en fait, disons, par l'alimentation, l'avantage, c'est qu'on peut trouver des solutions sur tous les sujets, c'est-à-dire sur le gaspillage. Donc, vous connaissez peut-être Too Good To Go, qui est donc qui a été créée par Lucie Bache il y a maintenant quelques années, mais qui en finalement très très peu de temps a réussi à se développer tant en France qu'en Europe. L'idée étant effectivement de lutter contre le gaspillage alimentaire, qui est effectivement assez massif. Je n'ai plus les chiffres en tête, et là je me retourne encore sur Michel pour les chiffres en France, mais c'est un sujet sur lequel tout un chacun peut aider. Et donc effectivement, beaucoup par exemple de vos pâtissiers, de vos aux boulangers qui sont à côté de chez vous, à la fin de la journée, se retrouvent avec un certain nombre de pâtisseries qui n'ont pas été consommées, et donc c'est de se dire qu'est-ce que j'en fais, et voilà. Donc il y a, grâce au digital aussi, parce que le digital permet via l'application de pouvoir dire tiens, il me reste on va dire trois religieuses et 2 éclairs au chocolat, et de pouvoir les revendre à des prix moins importants. Donc ça, c'est une structure commerciale, mais il y a aussi là une structure associative, par exemple, qui s'appelle Hop Food, et vous avez ça dans différents quartiers, par exemple à Paris, et donc c'est une structure vraiment associative, donc il y a but non lucratif, et là aussi vous pouvez aller vous-même aller chercher des produits qui ont été dont la date, ou alors selon les dates de péremption sont plus ou moins avancées, mais pour pas rentrer dans les détails, mais disons que voilà, il y a des petites solutions. Donc ça, c'est par exemple sur le sujet du gaspillage alimentaire. Qu'est-ce que je peux citer comme autre sur le sujet d'éducation, par exemple, on parlait effectivement de changement de posture. C'est est-ce qu'on sait apprendre à cuisiner ou pas. Eh bien, il y a aussi des choses, des petites associations qui permettent aux parents et aux enfants d'essayer d'être éduqués à la cuisine, par exemple, ça s'appelle les petits tabliers, et donc c'est une façon aussi d'amener évidemment les gens à pouvoir se familiariser à ça, partager ça, parce qu'on n'a pas tous été éduqués à cuisiner, enfin, où on avait une maman ou un papa qui cuisinait ou pas, et donc on peut aussi essayer d'y être amené par d'autres petites actions. Des sujets aussi d'inclusion et d'insertion. Je ne sais pas si vous connaissiez le Réfectorio, qui était un restaurant qui est sous la crypte de la Madeleine. Typiquement, c'est un exemple de restaurant qui récupère ses produits issus du gaspillage alimentaire à Rungis à l'heure du déjeuner, et il y a un chef qui va cuisiner ces produits-là avec des gens issus de l'insertion, et ils vont en faire bénéficier des gens qui sont des réfugiés ou des gens qui n'auraient pas les moyens de se nourrir. Donc il y a quand même des exemples on va dire des beaux exemples qui sont un peu inspirants. Les cafés joyeux, peut-être que vous connaissez, qui vont permettre à des personnes trisomiques de pouvoir rencontrer d'autres gens. Voilà, je pourrais en citer beaucoup, mais je sais que notre temps est compté. Donc. Alors, quand on parle de consommer autrement, on ne pense pas forcément comme ça spontanément à changer de banque. Et pourtant, est-ce que vous savez toutes et tous ici où va votre argent ? Pour info, fin 2019, un rapport des ONG Oxfam et les Amis de la Terre dénonce dans un rapport la contribution des banques françaises aux émissions de gaz à effet de serre
par le choix d'investissement de certaines banques. Imed, c'est quoi concrètement une banque éthique ? Alors, concrètement, une banque éthique, c'est une banque qui ne fait pas n'importe quoi avec l'argent que vous déposez sur vos comptes. Ce qu'il faut déjà avoir en tête, c'est que quand vous avez un compte en banque, quand vous déposez de l'argent dans votre banque, la banque, elle ne met pas l'argent dans un coffre-fort, ça ne reste pas bloqué. Cet argent, il va servir après à financer les clients de cette banque, les investissements qui vont être réalisés par cette banque. Et donc le choix de la banque, et c'est le sens du rapport Oxfam, les Amis de la Terre, est déterminant, puisque quelque part, à partir du moment où vous ouvrez un compte en banque, vous choisissez une banque, vous contribuez aux financements qui sont effectués par cette banque. Donc c'est important de vous renseigner, de regarder et de voir ce que votre banque fait avec votre argent. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose auquel on pense spontanément quand on parle de consommation responsable. Et puis je pense que sur ce sujet-là, il y a un frein psychologique. Alors ce frein psychologique, on le voit dans d'autres domaines. C'est vrai que c'est pas facile, on l'a évoqué tout à l'heure, de changer ses habitudes, que ce soit les habitudes de consommation, les habitudes de déplacement. Mais sur la banque, c'est quand même assez frappant de voir à quel point nous avons collectivement une réticence à changer de banque, alors que c'est quelque chose qui se fait relativement facilement. Il y a une loi qui est passée il y a 2-3 ans sur la mobilité bancaire, qui rend les banques, qui oblige les banques, qui jusque-là avaient tendance à bloquer, à proposer un service de mobilité bancaire gratuit. Et c'est la banque de départ et la banque d'arrivée, s'arrangent entre elles pour les transferts de prélèvements, sans que vous, consommateurs, vous n'ayez rien à faire. Et ce service est gratuit, ce service est rapide, ça doit être fait dans un délai de 5 jours, c'est la loi. Et donc aujourd'hui, c'est devenu vraiment quelque chose de facile. Mais il y a un blocage psychologique très fort. Aujourd'hui, c'est une étude qui est parue en fin d'année dernière, vous avez 70% des Français qui ont le même compte en banque depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans, c'est peut-être le domaine dans lequel on change le moins ses habitudes de consommation. 50% des Français ont le même compte en banque depuis plus de 30 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça signifie en termes d'inertie, finalement, dans notre comportement collectif par rapport à ça. Alors même que cette question de dire finalement la banque où je suis plus ou moins satisfait, j'ai vu qu'il y avait d'autres banques qui faisaient autre chose, j'aurais bien envie, mais on procrastine, on n'y va pas, il y a une inertie. Donc voilà, je ne dis pas venez tous au Crédit Coopératif, ce n'est pas le sens de mon propos, mais en tout cas, renseignez-vous et regardez ce que votre banque fait de votre argent, parce que ça fait partie des habitudes de consommation, et cette habitude de consommation-là, on a collectivement une grande réticence à l'interroger, à la changer, alors que l'impact derrière, il se chiffre en milliards d'euros. Le Crédit Coopératif est donc une banque coopérative, une banque éthique. Peut-être pour apporter quelques clés de lecture rapidement, qu'est-ce que ça change, ou du moins, qu'est-ce que ça implique en termes de gouvernance et de fonctionnement opérationnel au quotidien ? Alors oui, effectivement, nous sommes une banque coopérative. Ça veut dire quoi concrètement ? C'est-à-dire que le capital est détenu par les clients. Et qui sont nos clients ? Ce sont les entreprises, d'abord et avant tout, les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc coopératives, mutuelles, associations. On a été créé à la fin du 19e siècle par le mouvement coopératif français. Au conseil d'administration du Crédit Coopératif, vous allez retrouver les fédérations coopératives, mutualistes, associatives. Et donc en ce sens, on est une banque qui est détenue par les entreprises de l'économie sociale et solidaire, dont l'activité majeure consiste à financer les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Alors, on s'est ouvert vers la clientèle des particuliers dans les années 80, et on l'a fait dans une démarche qui était, on va dire, très très liée à notre activité sur le secteur associatif. En fait, les premiers produits qu'on a proposés, ce sont des produits de
partage, des produits donc d'épargne et de placement de partage, où l'épargnant va partager chaque année une partie de ses intérêts sous forme de dons avec l'association qu'il a choisie. Et ces produits, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont été conçus initialement, donc on était la première banque en Europe à le faire, ils ont été conçus comme des produits de collecte de fonds au bénéfice des associations qui étaient nos partenaires, nos clients. Donc ça a vraiment été dans une démarche, on va dire, très proche de ce qu'on faisait pour le financement de l'économie sociale et solidaire. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé. Les produits de partage, vous pouvez en trouver un peu partout. Et vous avez notamment une association qui s'appelle Finansol qui fait pas mal d'actions de promotion pour que ça se développe. C'est d'ailleurs à Finansol qu'on doit le fait que le livret de développement durable est devenu livret de développement durable solidaire. Là, depuis le 1er octobre, vous avez la possibilité, alors dans n'importe quelle banque, parce que c'est la loi maintenant, c'est pas un dispositif optionnel, c'est un dispositif obligatoire. Vous avez la possibilité de faire un don d'une partie du montant qui est sur votre LDDS auprès de une dizaine d'associations qui va être proposée par votre banque. Et ça, c'est, on va dire, effectif dans toutes les banques françaises pour tous les détenteurs de LDDS. Bon, nous, on est ravis de ça. On avait commencé dans les années 80, c'était tout petit, ça s'est développé. Et aujourd'hui, c'est dans la loi et c'est quelque chose qui se développe. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans cette banque et je vois les choses évoluer. Et c'est ce qui me rend optimiste dans un contexte où... Parce que ce qui m'a fait sourire quand on s'est parlé la première fois, c'est que vous m'avez dit, quand je suis arrivée, on nous prenait pour des marginaux. Non, mais c'est tout à fait ça. Hein. Les sujets qu'on est en train d'évoquer ensemble aujourd'hui, il y a 20 ans, alors que pourtant on avait quand même des données qui étaient déjà, on va dire, des données scientifiques qui étaient indiscutables, mais ça prenait pas, quoi. Ça prenait pas. Aujourd'hui, le réchauffement climatique est la première source de préoccupation des Français, vous l'avez cité tout à l'heure. Donc on sent que ça prend, et même auprès des acteurs économiques, ça commence à prendre aussi. Alors, il y a beaucoup de greenwashing, c'est pas assez, c'est pas comme ça qu'on va réussir à diviser par 6 les émissions de CO2. Mais je tiens à rester optimiste parce que je vois que les choses sont en train de bouger, aussi bien côté consommateur que côté entreprise. Va falloir qu'on trouve le moyen d'accélérer le mouvement parce que c'est pas suffisant, mais ça bouge quand même. Rapidement, parce que je vois que le temps passe, est-ce que, Imad, vous pouvez nous donner un ou deux exemples très concrets de votre gamme de produits solidaires et engagés qui parleraient au plus grand nombre ? Oui, alors j'en ai un peu parlé déjà. Sur les produits, donc juste 2 exemples. Nous, on a en gros 2 types de produits qu'on propose à nos clients et qui sont souscrits très largement. C'est pas le petit truc qui est dans un coin de l'étagère et qui est proposé à titre anecdotique. C'est systématiquement pour tous les clients qui nous rejoignent, et comme les clients particuliers qui nous rejoignent sont sensibilisés par rapport à ces thématiques-là, c'est souscrit à 90%. Donc globalement, il y a ce qu'on appelle les produits de partage, où vous allez partager une partie des intérêts sous forme de dons avec l'association que vous avez choisie. On a une large gamme de produits là-dessus, je ne vais pas m'étendre plus que ça. Et puis, là, je voudrais développer un petit peu plus. On a des produits tracés. La traçabilité, c'est vraiment une thématique qui est, on va dire, un peu plus récente, mais qui est en train de monter en puissance depuis quelques années de façon très très forte. La traçabilité, c'est quoi ? C'est de dire, aujourd'hui, finalement, quand vous déposez de l'argent dans la banque, vous ne savez pas où ça va. Nous, on a créé des produits où, finalement, on donne le choix aux clients de ce qu'ils souhaitent qu'on fasse avec son argent. Donc, on propose des secteurs d'activité. On propose des régions, on a aussi des livrets régionales. On peut choisir, finalement, via notre livret Coopération pour ma région, de financer des projets de l'économie sociale et solidaire dans la région de son choix. Et donc ça permet finalement, on parlait de circuit court tout à l'heure, de créer, y compris sur l'argent, du circuit court entre l'épargnant et les entreprises de l'économie sociale et solidaire de sa région. Et donc voilà, c'est possible aussi
dans la banque. Et en tout cas, on continue à réfléchir pour rester dans une démarche de consommation bancaire responsable, parce que c'est ce que nos clients attendent de nous. Alors, il y a un autre sujet, on n'aura malheureusement pas le temps de l'aborder, mais je voulais quand même vous donner quelques infos éclairantes sur le sujet de l'habillement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle également de gaspillage vestimentaire. Pour info, on achète 2 fois plus de vêtements qu'il y a 20 ans et on les porte 2 fois moins. Et pourtant, face à ça, il y a l'explosion de la seconde main. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Vinted est aujourd'hui devenu le 4e distributeur d'habillement en France, derrière Zalando, Vipi et Amazon, mais devant H&M. Donc voilà, l'habillement, c'est aussi un levier d'action. Je voulais qu'on se parle de nous, individuellement, collectivement, et puis de demain. Est-ce que la période qu'on vit actuellement, cette fameuse crise sans précédent qu'on entend depuis des mois, est réellement une opportunité pour demain? Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Je veux bien. Effectivement, on sait que les crises accélèrent toutes les transitions. Donc c'est la transition environnementale, la transition numérique, et malheureusement d'ailleurs aussi l'accroissement des inégalités. Mais le cœur du sujet, c'est effectivement de ce que tous on a vécu pendant ces semaines et pendant ces mois, qu'on a expérimenté. Et c'est là où il y a une prise de conscience de ces sujets-là qu'on ne peut aujourd'hui plus nier. Par rapport à ça, après, c'est effectivement de se dire qu'est-ce qu'on peut faire et comment on agit. Il y a quand même, par exemple, deux exemples que je voulais citer. Quand vous allez acheter du lait, dans un supermarché ou ailleurs, vous avez la possibilité d'agir en rémunérant au juste prix le producteur, par exemple, en passant par le lait qui est fabriqué par C'est qui le patron, qui est en tout cas distribué par C'est qui le patron, et donc qui rémunère au juste prix le producteur. On parlait tout à l'heure des enjeux de la PAC, Amandine en parlait. On ne sait pas très bien comment le prix du lait est fixé, etc. Enfin, en fait, on n'a pas conscience de du prix réel auquel devrait être vendu un litre de lait. Et en fait, là, au moins à ce niveau-là, vous avez quelqu'un qui est rémunéré à son juste prix. Donc, malgré tout, en allant choisir une brique de lait ou des œufs, parce qu'ils diversifient leur distribution de produits alimentaires, vous avez la possibilité aussi d'agir et de pouvoir apporter votre pierre à l'édifice. On parlait aussi tout à l'heure des données. Open Food Facts est aussi un bon contributeur de données qui ont été utilisées par Yuka, l'application que vous connaissez tous, et qui a quand même permis de faire, par exemple, plier Intermarché dans un certain nombre de ces marques distributeurs où ils se sont engagés, enfin en tout cas le président s'est engagé à enlever 142 additifs sur 900 produits de la marque distributeur. Donc il y a quand même des façons de faire bouger les choses aussi, même en allant à son supermarché. Si on y est contraint. Amandine, vous voulez compléter ? Sur la situation de crise qu'on vit actuellement ? Est-ce que c'est réellement une opportunité ? Vous avez un peu baigné dans le sujet, vous avez livré vos propositions durant cette période. Moi, je pense que oui, et à titre d'exemple, en fait, ce dont je peux une fois de plus vous parler, c'est la convention. C'est-à-dire que cette convention, elle a quand même démarré en octobre 2019, et je pense que personne d'entre vous dans la salle à ce moment-là, à moins d'être très intéressé par le sujet, n'en avait entendu parler. On était censé rendre nos travaux fin janvier. Et pourtant, dès le début, il y avait un enjeu de médiatisation très fort, parce que pourquoi on a été tiré au sort et pourquoi c'est pas des politiques classiques, des députés, nos élus à qui on a confié ce travail, c'est aussi pour qu'il y ait une possibilité d'identification plus forte. Qu'on se dise, moi, Amandine Rogman, tirée au sort, mais en fait, ce que je dis va peut-être déclencher quelque chose d'autre chez les citoyens par rapport à une défiance qui est prouvée et qui est largement ressentie malheureusement aujourd'hui des citoyens par rapport aux politiques. Donc on arrive en janvier, et puis déjà là on est retardé parce qu'à l'époque il y a, vous vous rappelez certainement, un mouvement de grève nationale. Bon, donc on nous dit ok, on ne peut pas faire venir les citoyens à Paris parce qu'on travaillait tous les week-ends à Paris avec des gens qui venaient de toute la France, donc vous voyez la logistique du truc quand même. On nous dit c'est pas possible, on va retarder vos conclusions à avril. Alors là, en fait catastrophe, parce que donc la pandémie arrive. Et donc on est quand même 150 répartis dans toute la France, on n'a pas rendu nos travaux, on est confinés, on a tous les âges. Vous avez des gens de 16 à 81 ans. Donc je vous laisse imaginer comment on met tout le monde à bord sur des visioconférences à 150 avec des aînés aussi. Comment est-ce qu'on continue à fédérer le groupe et à faire avancer le travail alors que les conditions sont compliquées ? Et là, il se passe un truc, on se dit,
est-ce qu'en fait, on ne ferait pas une contribution exceptionnelle à la sortie de crise? Et à l'époque, on a sorti en fait une tribune qui a été rédigée collectivement par les 150 en disant « Attention, ce sur quoi nous, on travaille depuis octobre, il entre en résonance de manière hyper brutale, mais hyper forte et partagée avec ce que l'ensemble des Français sont en train de vivre en ce moment. » Et en fait, ce qui aurait pu, je pense, être sur le plan logistique, etc., quelque chose de très fragilisateur pour cette expérience inédite de la Convention, a renforcé notre message, a renforcé nos conclusions. Je pense que quand on a rendu notre rapport en juin, la disponibilité mentale des Français à entendre ce qu'on avait à dire n'était pas du tout la même que si on l'avait sorti en janvier. Et moi, rien que pour ça, je suis convaincue que cette crise, elle a apporté beaucoup de remises en question collectives, une posture aussi plus à l'écoute. Et ça a été pour nous, voilà, c'est quoi aujourd'hui le résultat? C'est que quand on a rendu nos travaux en juin, une semaine avant, rappelez-vous, non, même pas, je crois que c'était le week-end d'avant, nous on se réunissait le jeudi, week-end d'avant, résultat du fameux deuxième tour des municipales, la vague verte. Et nous, on arrive en fait sur cette actualité. Donc en fait, les discussions en interne, c'était « Oh là là, mais on va se faire prendre la bande passante par les résultats des municipales, on ne parlera jamais des conclusions du rapport de la Convention citoyenne. » Et en fait, avec le coronavirus, avec ça, il y avait une sorte de montée en puissance qui, moi, me confortait, à titre très personnel, dans le fait qu'on était au juste endroit. Et ça, c'est hyper fort et et donc les médias n'ont pas qu'un rôle, je tiens à le dire parce que nous ça a été un gros apprentissage du rapport médiatique, hein. On était des citoyens qui n'avions jamais été médiatisés, donc on a compris aussi ce que c'était, ce que ça impliquait, et voilà, je tiens à féliciter tous les médias qui à leur niveau chacun aussi sensibilisent et mettent ces sujets à l'honneur, parce qu'on est sur une médiatisation du court terme, du buzz, vous savez. Et donc l'écologie a eu beaucoup de mal à monter en puissance sur en fait les sujets médiatiques. Et aujourd'hui, du coup, par la force des choses, ça arrive. Et pour moi, ça, c'est une première réussite. En conclusion, et juste avant de prendre les questions, ce serait quoi la bonne méthodologie pour demain, au-delà des différents leviers qu'on a identifiés durant cette heure? Comment est-ce qu'on va ensemble, individuellement et collectivement, dans le bon sens? Michel? Trois choses. La première, on en a pour 25 à 30 ans. Et ça, c'est pas neutre à dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en parle, et on nous dit, voilà, dans le plan de relance qui va durer 2 ans, 2021-2022, il y a un tiers du plan de relance qui est consacré à la transition écologique, soit à peu près 30 milliards. Énorme, considérable, du jamais vu. Ce qu'il faut dire, c'est la suite, c'est-à-dire comment on se met en situation de garder ce niveau d'investissement de 2023 à 2050. Donc ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que qu'on soit un État, l'Union européenne, un maire, un président d'intercommunalité, un citoyen, tout le monde dans, j'allais presque dire, sa ligne de nage, dans son couloir de nage, doit se mettre dans cette position. C'est-à-dire comment je crée les conditions pour que, sur les 30 prochaines années, ce sujet soit une composante essentielle de mes choix d'investissement, de mes choix d'organisation de mon entreprise, de ma collectivité, de ma banque, etc., et de mon mode de vie. Donc ça c'est vraiment très, 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 très important. C'est pas juste un one-shot, 4-5 ans, et l'affaire va être réglée. Non, c'est du long terme. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, moi, qui me semble extrêmement important, c'est comment on capitalise sur tous les petits exemples qu'on a eu là. Quand on travaille à l'ADEME, on a je sais pas ce que dire, une illusion d'optique, c'est-à-dire qu'on passe notre journée à travailler avec des gens qui font des trucs géniaux. Géniaux, c'est un plaisir total, hop food, too good to go, etc., etc. On soutient tout ça et ça vous donne une illusion d'optique assez rassurante d'ailleurs, sauf qu'en fait quand vous regardez les chiffres, vous vous rendez bien compte que vous êtes dans cette illusion d'optique et du coup qu'il faut que d'abord il y ait beaucoup plus de projets comme ça et qu'on accompagne la croissance de ces acteurs-là. C'est-à-dire que demain, les acteurs qui sont implantés juste là, à côté, là, sur le plateau de la Défense, ça doit être Linky, Too Good To Go, Yuka, etc., etc.
C'est-à-dire que ça doit être les acteurs, pour vous donner une image, les acteurs du 440 de demain. Ça, c'est essentiel. Et il faut que les instruments financiers s'orientent beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui vers ce type d'acteurs-là. Deuxième sujet. Troisième sujet, on a, notamment en Ile-de-France, beaucoup d'initiatives, beaucoup d'acteurs qui mettent en place des choses pour nous faciliter le quotidien. Et donc là, il y a tout un travail à faire, notamment en lien avec les collectivités, pour que cette information arrive à chacun d'entre nous, et surtout qu'on commence par ce qu'on a envie pour sa mobilité. J'en profite juste pour dire que normalement, on a quelques acteurs qui vont s'afficher à l'écran, si vous avez bien ça en régie. Voilà. Et donc notamment dans le domaine du bâtiment, que vous habitiez dans une copropriété, dans une maison individuelle, pour votre mobilité, si vous avez envie d'investir dans des énergies renouvelables, etc. Il y a aujourd'hui tout un tas d'acteurs qui savent prendre les citoyens là où ils sont, chacun de nous, là où vous êtes, et qui conçoivent des solutions avec vous. Et ça, c'est extrêmement important. Pour se dire, allez, je prends un sujet, je me pose sur ma mobilité, je me pose sur mon alimentation, je me pose sur mon logement, et allez, je fais ça pendant 1 an et demi, et au bout d'un moment, j'ai un résultat. Et ça, c'est vraiment important. Cette expérience individuelle. En 2014-2013, en amont de la loi sur la transition écologique, il y a eu une expérience qui ne s'est pas appelée Convention citoyenne, mais il y a eu un grand débat citoyen avec une méthode qui s'appelait le Danish Board de jury citoyen pour définir les orientations de la loi. Très intéressant. Donc à l'époque, je ne travaillais pas en Ile-de-France, mais j'animais ces trucs-là. Et puis, je me retrouve à Gap, pour ceux qui connaissent, au milieu d'un jury citoyen là-dessus. Puis au milieu de l'après-midi, je me dis, bon, il y a quand même des résultats très intéressants, mais je sens un certain agacement des participants, à peu près 80-90 participants. Donc je tends l'oreille, et là l'agacement, il venait de quoi? C'est moi, je ne suis pas content parce que moi, en tant que citoyen, j'ai une expérience. J'ai essayé de changer mes fenêtres, j'ai essayé d'installer une borne de recharge pour les véhicules électriques, j'ai essayé d'acheter un véhicule hybride, je me suis mis au vélo, je trie mes déchets, etc. Et en faisant ça, j'ai appris des choses. J'ai appris sur ce qui ne fonctionne pas, ce qui fonctionne bien, et sauf que la puissance publique ne m'écoute pas là-dessus. Et j'ai envie de livrer mon expérience pour dire, en fait, si vous voulez mieux trier votre déchet, en fait, votre borne elle doit être comme ça, ou pour faciliter l'isolation des fenêtres, en fait, votre mécanisme de soutien, il doit être comme ça, il doit être comme ça, etc. Et donc là, il y a un projet d'innovation citoyenne assez intéressant, et le digital peut beaucoup aider à ça, pour comment on met en commun des expériences individuelles de chacun, pour qu'à un moment donné, il y a 15 jours, je me suis mis au lombricompostage, que même pour un directeur régional de l'ADEME n'était pas forcément très évident. J'ai lu toutes les notices, je suis allé le chercher, j'ai mis mes petits verres, machin, etc. Et puis, si vous avez envie de savoir comment ça fait, je vais vous faire gagner du temps, mais en tant que citoyen. Et donc, comment on organise socialement ces espèces de réseaux d'expérience? Comment on sait le faire dans le milieu professionnel? Dans le milieu professionnel, il y a des échanges entre pairs. Et bien là, il faut qu'il y ait des échanges entre pairs de la transition écologique. Et ça, c'est un projet de société. Je me permets juste parce qu'il nous reste 20 minutes pour les questions-réponses et je pense qu'on a quelques questions en salle et sur le live. Si je peux me permettre, il y a une personne qui depuis le début veut absolument poser une question qui est face à moi. Je vous demanderai juste, monsieur, pour qu'on puisse prendre le maximum de questions, de ne poser qu'une seule question, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'on peut faire du coup, parce que protocole sanitaire oblige, on ne peut pas vous donner de micro, mais est-ce que quelqu'un peut... Alors, ce que je peux vous proposer, si ça ne vous dérange pas, c'est de vous lever et de poser votre question à haute voix. Merci beaucoup. Suivant les rapports du GIEC, les solutions pour faire baisser le CO2 le maximum, c'est 1, l'éducation des femmes, 2, diminuer l'agriculture, augmenter les rendements, enfin diminuer l'élevage, augmenter les rendements. Donc c'est comme ça, et le bio c'est le contraire d'augmenter les rendements, c'est diminuer les rendements. Et cette semaine il y a une Française qui a eu le prix Nobel de la paix, de chimie, pour bénéfices rendus à l'humanité, pour les techniques pour modifier les plantes en OGM. Donc ça c'est ce qu'il y a de mieux pour diminuer le CO2, et la Convention citoyenne a décidé du contraire, donc c'est complètement contre-productif.
Michel, Amandine, je vous laisse peut-être rapidement... Oui, alors on va revenir du coup sur certains enseignements du rapport du GIEC qui iraient pas forcément dans le même sens que les propositions de la Convention citoyenne. Donc j'aimerais bien que Michel puisse nous donner quelques éléments de contexte et puis donner le droit de réponse à Amandine. Alors, plusieurs éléments. Les rapports du GIEC sont des rapports qui sont valables à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que quand on lit l'intégralité des rapports du GIEC, ils vont vous dire, par exemple, stopper la déforestation pour limiter le changement climatique, éduquer les femmes pour limiter le changement climatique, etc. Donc, ce sont des sujets. Vous voyez bien que, par exemple, la déforestation, dans un pays comme la France, c'est un sujet qui n'a pas le même impact que... qu'on peut replanter. Mais ça n'a pas le même impact que si on est le Brésil, l'Argentine ou le Congo. Bon. Donc ce sont des rapports qui s'appuient sur un savoir macro valable et des orientations valables pour le monde entier. Donc sortez du charbon, par exemple. Alors c'est utile en France parce qu'on a 4 centrales à charbon, c'est encore plus utile en Chine parce que... Voilà. Donc ça, c'est un premier élément. C'est-à-dire que les solutions que vous mobilisez à l'échelle d'un pays ou d'une commune ne sont pas les mêmes d'un point à l'autre. Bon. Sur la question de l'agriculture, pareil, j'allais presque vous dire. Sur la question de l'agriculture, il y a à la fois la nécessité d'augmenter les rendements dans certains pays. Si vous prenez l'agriculture de l'Afrique subsaharienne, par exemple, il y a un sujet de rendement et pour nourrir localement. Bon, et pour avoir un niveau de revenu pour ces acteurs-là. Si vous prenez les rendements de la bosse, par exemple, je ne suis pas sûr que ce soit pertinent de chercher à continuer à les augmenter. Par contre, de chercher à faire différemment pour réduire l'impact environnemental a du sens. Donc là, on est vraiment... C'est là où c'est pas simple, j'allais presque dire. Ces questions de changement climatique demandent des solutions. Il y a des grandes solutions macro, mais qui doivent s'appliquer différemment d'un pays à l'autre au regard de là où vous êtes et de la situation actuelle. Et l'exemple du décalage de rendement entre un agriculteur de la Bosse et un agriculteur d'Afrique subsaharienne, il est bien là. C'est-à-dire qu'en moyenne, il va falloir qu'on augmente les rendements parce qu'une bonne partie de l'agriculture est encore artisanale. Mais augmenter les rendements, ça ne veut pas dire y aller à l'ancienne avec pouf, ça veut dire faire différemment. Et que dans certains pays, notamment les pays dits développés, il y a un travail de conversion à faire, notamment vers de l'agroécologie. La moitié de la production française est exportée, notamment aux pays du Maghreb. Donc eux, si on arrête d'exporter, ils vont crever de faim. Ils vont avoir des difficultés alimentaires dans le monde qu'on connaît aujourd'hui. Rien n'empêche d'investir et d'avoir une politique de développement qui aide à investir dans une agroécologie, notamment dans les pays du Maghreb ou dans d'autres, etc. C'est-à-dire que dans ces affaires de transition, et je vous dis un peu, dans ces affaires de transition, il y a, c'est pas un prolongement ou une extension de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est qu'à un moment donné, si vous avez une politique agricole européenne qui bouge, votre politique d'aide au développement, elle doit bouger aussi. Et c'est l'ensemble des compartiments de la politique publique qui doivent bouger dans ce champ-là. On va prendre une autre question, peut-être une question en live. Non, alors une question en salle. Oui, madame. Pareil, je suis navrée, je vous demanderai de vous lever et d'essayer de parler fort. Merci beaucoup. C'est au sujet des transports. Au sujet des transports. Vous avez parlé du vélo et des voitures électriques. Donc vélo et voiture électrique. Pardon, je répète pour ceux qui sont en live et qui nous regardent. La question, c'est de savoir si on a pensé aussi à développer vraiment le train, qui a été vraiment laissé, abandonné, parce que la voiture, le vélo, peut-être au niveau des villes et de l'Île-de-France, on peut y penser, mais après, le gars qui a 50 km, 40 km à faire pour aller travailler, le vélo, Ok. difficile. Et ensuite, la voiture électrique, il faut voir que les matières qui sont utilisées pour construire les voitures électriques sont quand même des matières qui posent des questions environnementales et des questions
D'accord. Alors, je répète juste pour ceux qui nous regardent, donc quid du développement du train, quid du développement et l'utilisation de la voiture électrique au vu des composants utilisés dans la construction et la production d'une voiture électrique, et vous nuancez en effet le sujet du vélo pour notamment ceux qui sont en province par exemple et qui auraient 50 km à faire pour faire la distance domicile-travail. Michel, je crois que c'est encore... non, Amandine, pardon. Excuse-moi, Amandine. Du coup, je veux bien répondre sur cette question. J'ai un petit préalable juste et qui fait référence aussi à la question de monsieur. Ce qui s'est passé avec la Convention et les 150, c'est l'apprentissage de la complexité. Hein. On ne va pas se voiler la face. En fait, on est sorti de là, on savait qu'il n'y avait aucune solution parfaite. À un moment, on propose des choix. Et on a été mis face à ça. Ne croyez pas que les batteries en lithium n'ont pas été quelque chose qui nous a interpellés aussi. Voilà, c'est un moment, nous on a proposé un agrégat de solutions qui, mises bout à bout, portent un projet cohérent. Voilà. C'est-à-dire, ça va avec la relocalisation des filières de production aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? À chaque fois, on a essayé d'avoir un maillage qui crée de la cohérence par rapport aux choix qu'on propose. Parce qu'en effet, tous ces choix sont durs. Et il n'y a pas la solution miracle. Ça n'existe pas. Ça, je vous le dis. Voilà. Donc ensuite, plus précisément sur le train, je vous confirme que ça fait partie des propositions centrales que fait la Convention, puisqu'aujourd'hui, elle propose non seulement de redévelopper, évidemment, les lignes de transport de personnes, mais également de fret. C'est-à-dire que on a vraiment la gestion des deux flux, les flux humains et les flux de marchandises, qui aujourd'hui pourraient passer beaucoup plus par le train. Donc on fait des demandes aussi pour que des grands axes ferroviaires soient, enfin qu'il y ait plus de petites lignes, mais aussi que les grands axes ferroviaires soient instaurés au niveau de l'Europe. C'est-à-dire comment aujourd'hui vous pouvez passer... On a pensé également, toujours dans cette logique, au transport fluvial aussi. Par exemple, comment est-ce qu'on développe intelligemment un peu plus le transport fluvial entre les pays membres de l'Europe ? Voilà, donc ça, ce sont vraiment des préconisations au cœur de ce qu'on a demandé, puisque en fait, ça, par contre, c'est très simple. On est d'accord que le train est beaucoup moins émetteur de CO2. Et nous, je vous rappelle, c'était notre mandat, c'était quand même nous pencher en priorité sur qu'est-ce qui émet du carbone aujourd'hui dans notre pays. Donc le train est un avantage incomparable et donc par exemple, mais tout ça est systémique, c'est-à-dire il y a une mesure que vous avez peut-être entendue qui dit demain on proposerait de fermer certaines lignes de trafic aérien interne à la France lorsqu'une alternative en train d'une durée de moins de 4 heures est envisageable. Donc vous voyez, c'est pour vous montrer à quel point tout ça est quand même toujours imbriqué. C'est-à-dire demain, cette mesure sur l'aérien, s'il n'y a pas un développement des transports de train, elle ne pourra pas se faire. Donc tout ça, et c'est pour ça que voilà, ces notions d'échelle, ces notions de tous ces acteurs qui doivent bouger ensemble, c'est compliqué, mais c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Oui, là où j'ai une autre question. Est-ce que je peux vous demander peut-être de descendre quelques marches pour qu'on puisse bien vous entendre et que vous ne soyez pas obligés de crier ? Je préserve votre voix. Merci à tous déjà d'être là aujourd'hui. J'avais une question pour monsieur du Crédit Coopératif. Quand on n'est pas au Crédit Coopératif, moi je sais qu'il m'est déjà arrivé de demander à ma banque, que je ne citerai pas, et j'ai un compte développement durable, ce que je finançais avec cet argent que j'avais sur ce compte, et je n'ai eu zéro réponse. Comment peut-on savoir ce qu'on finance quand on n'est pas au Crédit Coopératif ? Je reprends juste la question. Donc, c'est une question pour Imad. Madame demande, elle est dans une banque qu'elle ne citera pas. Elle a un livret développement durable. Elle a posé la question à son conseiller ou à son conseiller de savoir où va son argent. Elle n'a pas eu de réponse. La question est comment est-ce qu'elle peut avoir ces éléments de réponse ? Alors, je peux vous donner une partie de la réponse. C'est-à-dire que sur les livrets A et sur les livrets de développement durable, vous avez une partie qui remonte à la Caisse des dépôts, plus exactement 60% du montant qui est sur le livret, et ensuite, on va dire, remonte et centralisé au niveau de la Caisse des dépôts, qui va derrière ça financer le logement social. Et puis vous avez 40% qui restent dans votre banque.
Et ces 40%, vous avez une loi qui dit il y a 80% qui doit servir pour financer des PME, 10% qui doit financer des projets on va dire environnementaux, rénovation énergétique, verts. Et ça, c'est une innovation de cette année. Le décret est sorti au mois de juin. 5% qui doit financer des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc il y a un reporting qui est fait par toutes les banques. Tout ça est remonté informatiquement. Donc voilà la réponse. Alors est-ce que votre banque communique au-delà sur ce sujet? Je ne sais pas. Nous, en tout cas, on est en pleine réflexion. C'est tout récent, hein, c'était le mois de juin. Comme on est, je vous l'ai dit, spécialisé dans le financement de l'économie sociale et solidaire, on trouve que 5%, c'est pas beaucoup. On aimerait faire plus. La loi nous dit 80, 10, 5. Et bien, qu'à cela ne tienne, sur le 80% de PME, il y a des PME dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir augmenter. Après, la complexité, c'est que nous, quand on rentre dans une démarche de traçabilité, on le fait jusqu'au bout. On ne dit pas, bon ben voilà, on vous assure que la somme, elle est utilisée à bon escient et c'est comme ça. On a un logiciel en interne qui calcule très précisément quels sont les montants, qui va mettre en face des crédits qui correspondent bien aux critères. Et donc là, on est en train de travailler sur le sujet pour voir comment faire de notre LDDS un LDDS qui soit encore plus tracé sur le financement de l'économie sociale et solidaire. Oui, Audrey. Et alors, je vais juste ajouter en complément de ça, si jamais vous ne savez pas où c'est placé et que vous voulez le sortir du livret de développement durable, vous pouvez aussi choisir de le placer sur, par exemple, des secteurs de l'économie sociale et solidaire. Il y a une plateforme qui s'appelle lita.co qui vous permet justement de choisir de financer une petite entreprise comme les Petits Tabliers ou autres, qui peuvent agir directement et vous êtes rémunéré, sont soit des actions, soit des obligations. Ça peut être aussi sur des foncières comme Habitat et Humanisme ou d'autres. Et donc vous pouvez aussi vous dire, ma banque, je veux en changer ou pas en changer, mais vous pouvez toujours la garder et placer une partie de cet argent-là vous-même sur des choses relativement simples. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, madame, je vous en prie. Une remarque sur le fret. J'ai le sentiment, pour travailler dans l'industrie et sur donc, des déplacements de camions-citernes, que malheureusement, le fret a été tué par les grèves. En France, en tous les cas. Et j'ai une vision européenne. Je travaille pour un grand groupe et sur plusieurs pays en Europe. Et effectivement, on pourrait livrer, mais je l'ai entendu combien de fois, la côte atlantique, qui a des grosses entités chimiques. Mais effectivement, les clients ont abandonné à cause de trop de soucis, effectivement, de grève. Donc c'est vrai que c'est complexe. Il faut que tout le monde rame dans le même sens. Sinon, ça ne peut pas marcher. Enfin, c'était juste une remarque. Une remarque, oui. Et sinon, une deuxième remarque, le télétravail pour quelque chose qui va beaucoup, je pense, qui va être pérennisé et qui va pouvoir, avec la crise, être mis en place de manière systématique dans les entreprises. Donc, deux remarques, et après je laisserai la parole. Donc une remarque sur le fret qui est nuancée versus les grèves. Et une deuxième sur le télétravail qui peut aussi être considéré comme un levier qui souhaitait... je ne sais pas, est-ce que vous souhaitiez compléter ou réagir? Moi, je voulais juste dire très rapidement que justement la généralisation et du télétravail fait partie des préconisations qu'on a soumises. Après, à titre très personnel, parce que grâce à la Convention, j'ai été aussi sensibilisée au sujet de la pollution numérique. Je tiens à souligner que rien n'est jamais blanc ou noir, malheureusement, et que ça pose aussi toujours, c'est-à-dire que ce confinement a été source d'une multiplication de nos usages numériques, demain du développement de la 5G, donc voilà, d'autres sujets. C'est pour dire, c'est jamais simple. Je prends l'exemple et je le traite très personnellement, mais en tout cas, oui, ça fait bien entendu partie des préconisations du groupe Se Déplacer, qui a jugé que le télétravail mathématiquement permettait de réduire les déplacements des personnes et les émissions de CO2 liées à ces déplacements, tout simplement. Pour autant, il y avait une autre mesure qui a défrayé un peu la chronique, qui était celle du passage d'une semaine à 28 heures, qui était portée par certains citoyens, et qui là n'a pas fait l'unanimité, qui a été la seule mesure rejetée par la Convention citoyenne. Et si je
pense qu'elle n'a pas fait l'unanimité, c'est aussi parce que le rapport de causalité avec notre réduction de gaz à effet de serre était plus trouble. C'est pas parce que vous réduisez votre temps de travail que finalement vous n'allez pas employer votre temps à faire d'autres choses tout aussi consommatrices de gaz à effet de serre. Donc je vous donne un exemple autre que le télétravail, mais je pense que demain il faudrait une convention citoyenne sur le travail, parce que je pense que c'est un très gros chantier du futur de nos sociétés. Je crois que c'est un gros sujet des entreprises en ce moment. Et juste du coup pour rebondir sur l'interdépendance des sujets, effectivement, donc si on passe tous sur ce télétravail dont l'impact numérique reste important, on voit que ça c'est sur le volet se déplacer, mais après comment est-ce qu'on vit tous les jours en faisant du télétravail, qu'est-ce que ça change dans nos vies d'être derrière un ordinateur? Donc il y a plein de choses positives, mais il faut nous-mêmes changer nos habitudes, travailler dans notre lieu de vie, en famille, ou avoir un espace pour le faire, et puis avoir besoin de contact social. Je pense qu'on l'a tous vécu pendant le confinement, et à quel point on a besoin des autres, de contact humain, donc de comment est-ce qu'on réenvisage à vivre ensemble, à travailler ensemble. Et ça, effectivement, ça vaudrait le coup d'avoir une convention pour envisager ça. Et pour apporter quelques éléments de lecture, un dernier sondage disait que 70 à 80% des Français plébiscitent le télétravail. Alors ça ne veut pas dire 100% en télétravail, avec bien évidemment du présentiel et du distanciel. Michel, vous vouliez compléter quelque chose ? Pour revenir sur ce qui a été dit, parce que les deux exemples là, soulèvent vraiment ce point-là, la question sociale est au cœur de cette affaire de transition. On l'a vu à l'automne 2019, mais on le voit aussi à travers toutes les questions qu'on a eues, les échanges qu'on a eus là. Quand vous parlez, effectivement, quand vous discutez avec les acteurs du fret, les gens vous disent très clairement, on a lâché le fret parce qu'on n'arrivait pas d'un point de vue dialogue social. Et on voit bien que quand on fait ça, on se prive d'une option. C'est-à-dire qu'on se prive d'une option importante en matière de lutte contre le changement climatique. Et donc, quelque chose qui est assez nouveau, par contre, et ça je pense que c'est assez nouveau, même si au cours des 20 dernières années, il y a eu beaucoup de messages sur les questions de transition écologique, c'est qu'il faut instaurer un lieu de dialogue de la gestion sociale des questions de transition écologique. Et derrière, pour donner une idée forte, qui peut marquer les esprits, moi, je fais partie des personnes qui pensent qu'on n'y arrivera pas s'il n'y a pas de sécurité sociale de la transition écologique. Un exemple marquant. Plateforme aéroportuaire Charles de Gaulle. 90 000 emplois. Aujourd'hui, on sait déjà que 25 000 emplois sont par terre du fait de la crise et ne reviendront pas. Et ne reviendront pas. Ok ? 90 000, et ça fait 6 mois. Les acteurs du transport aérien vous disent on en a jusqu'en 2025. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de proportionnalité dans l'affaire, mais voilà. Donc, à un moment donné, ces 25 000 emplois, il y a des compétences derrière, il y a du savoir-faire, il y a des familles, etc., etc. Comment il y a un mécanisme de sécurité sociale efficace qui organise du transfert entre ces 25 000 personnes-là et des entreprises qui font de la lutte contre le gaspillage alimentaire, du transport ferroviaire, du développement des énergies renouvelables, de la déconstruction de bâtiments avec de la valorisation des déchets du BTP, etc., etc. Il y a un chantier de mobilité professionnelle énorme. Si on ne deal pas ça, et s'il n'y a pas à un moment donné une parole politique et des mécanismes institutionnels et financiers qui accompagnent cette mobilité sociale dans le sens de la transition, ça bloquera. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Michel. Merci à tous les quatre. On peut les applaudir.